Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Du 12 au 13 juillet 2022, le président de la République, Bazoum Mohamed, a effectué une visite de travail à N'Djamena, au Tchad. Au terme de sa visite, le président Bazoum et le président du Conseil de transition du Tchad ont conjointement animé une conférence de presse. Plusieurs questions sur des aspects divers ont été posées, notamment sur la situation sécuritaire dans les pays membres du G5 Sahel. Un extrait de la réponse du président Bazoum. Vous vous souvenez par la suite de l'arrivée des forces françaises à travers l'opération Serval et la grande mobilisation internationale, militaire et politique. Dans ce contexte-là, il y avait eu beaucoup d'initiatives de développement au profit du Sahel. Initiatives des Nations Unies, initiatives de l'Union européenne, initiatives américaines, initiatives de l'Union africaine, initiatives de la CEDEAO. Et les chefs d'État de ces pays du Sahel avaient, au cours de l'année 2014, jugé utile de mettre en place une organisation de coopération qui aurait vocation un peu à créer les conditions d'un réceptacle de toutes ces initiatives en vue de créer la coordination nécessaire pour mettre en place toutes les infrastructures qui pouvaient être profitables à cette région. Les chefs d'État à l'époque avaient pensé qu'il était bon en effet que ces initiatives soient canalisées vers des projets dans le domaine de l'infrastructure, des infrastructures énergétiques, de télécommunications, routières, etc., dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, des questions humanitaires. C'était ça vraiment l'idée à la base du G5 Sahel. Puis, évidemment, les questions de sécurité, à mesure que la situation s'est dégradée au Mali, aussi sont venus s'y greffer. Et à N'Djamena, ici, il y a eu un grand tournant à l'occasion de ce sommet très important de l'année 2015 à N'Djamena. Et donc, c'est ça le G5 Sahel, qu'un pays comme le Mali n'y soit pas, dans la mesure où tout s'est joué au Mali et que le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base. Il y a un problème, nous venons d'en parler avec le président Mahamat et nous pensons que ça c'est un épisode qui va être dépassé. Nous allons bientôt avoir une réunion, nous allons lancer un appel. C'est un gouvernement du Mali qui a pris cette décision dans sa façon à lui d'évaluer une situation, mais évidemment que ce n'est pas une décision éternelle. Nous devons par conséquent nous retrouver et faire en sorte que le G5 soit viable. Il a eu beaucoup de difficultés jusqu'à présent, force est de le reconnaître, ça ne sert à rien de se voiler la face. Nous ne pensons pas que le G5 Sahel ait été un modèle de réussite de ses objectifs, ni sur le plan économique de tous les projets qu'il avait envisagés, ni même sur le plan de la sécurité. Mais nous avons eu un échange, nous savons à quoi sont dues les difficultés et nous sommes dans un espace dans le cadre duquel nous avons à agir ensemble pour coordonner notre action en vue de développer la solidarité nécessaire pour faire face à l'insécurité. Et nous sommes aussi un cadre d'intégration économique pour les raisons que j'ai indiquées plus haut. Donc, nous n'avons pas encore considéré que c'est terminé pour le G5. Nous allons nous battre pour le recréer et peut-être même lui donner un nouveau souffle et vraiment une énergie nouvelle. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots chargés d'espoir. Je vais inviter maintenant le correspondant de l'agence France Presse au Tchad, Abba Likaya, qui a une question pour le président Mohamed Bazoum. Merci, Excellence. Ma question s'adresse au président du Niger. Monsieur le Président, le Niger fait partie des pays qui devraient accueillir les troupes françaises après le retrait du Mali. Quel dispositif souhaitez-vous pour leur déploiement? Merci.
Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires français pour définir la modalité de l'articulation de l'action des forces françaises avec le dispositif qui est déjà en place au Niger. C'est une question technique sur laquelle les militaires nigériens et français sont en train de discuter et certainement que cela va déboucher sur des choses qui seront les plus pertinentes possibles. À 4 jours du début des épreuves écrites du baccalauréat session 2022, les présidents des jurys ont eu une session de travail ce jeudi 14 juillet avant leur mise en route. Dans le souci de bien organiser ces examens, cette année, le gouvernement a pris toutes les dispositions. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo, a appelé les présidents de jury à plus de vigilance. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa. Ils sont tous des présidents des jurys du baccalauréat session 2022. Ils se sont retrouvés à la faculté des lettres de l'université Abdou Moumouni de Niamey ce jeudi 14 juillet 2022 pour la même cause. Organisation réussie des épreuves du baccalauréat session 2022. Un souhait aussi des autorités nigériennes qui ont créé toutes les conditions pour une parfaite organisation. Je pense que c'est la première fois depuis que nous organisons le bac, en tout cas depuis au moins une dizaine d'années, que nous allons démarrer l'organisation du bac sans un franc d'arriéré. Nous avons intégralement épongé tout ce que le service du bac devait avoir comme dette vis-à-vis des correcteurs et autres. Et pour l'organisation de la session 2022, l'intégralité des montants a été débloquée. Là encore, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, personne ne quittera l'organisation du bac en laissant un franc. Donc, l'État a fait sa part. Il reste aux organisateurs du bac de faire leur part. Et votre part, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que il y va de votre responsabilité en tant que président du jury, parce que c'est la crédibilité de l'enseignement supérieur du Niger qui est en jeu. Pour atteindre les objectifs que se sont fixés les autorités nigériennes, aller vers la qualité de l'enseignement supérieur et la crédibilité des diplômes, particulièrement le baccalauréat, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo PhD, appelle les présidents des jurys à plus de vigilance. Les présidents du jury, je vous prie de bien regarder avant de délibérer, avant de le proclamer. Il y a également eu beaucoup de plaintes de copies non corrigées. C'est peut-être pas fondé, mais tout le monde ne peut pas mentir en même temps. Il y a des correcteurs qui ne corrigent pas correctement. Et je pense que le président du jury doit être vigilant pour que nous n'ayons pas ce genre. Il y a tellement de réclamations. On veut voir les copies de nos enfants. Les gens oublient les aléas des examens. On peut être crack, hyper bon et sombrer le jour de l'examen. Et quand on va regarder souvent, il y a même des erreurs de la sommation des notes. Je veux vous prier, soyez vigilants. Si l'État s'investit pour avoir un bac crédible, c'est le point de départ d'un enseignement supérieur de qualité. Et vous êtes au départ de l'action. Votre vigilance va nous permettre de sauver la situation. Votre vigilance va nous permettre d'avoir un bac propre. Votre manque de vigilance, même d'une seule seconde, peut conduire à une catastrophe. Nous vous faisons tous confiance. Vous êtes tous des collègues. On n'a pas besoin de vous faire juger sur le Coran. On a juste besoin que vous regardiez. C'est l'avenir du Niger qui est en jeu. Après cette session, les présidents des jurys vont commencer à quitter Niamey dès ce vendredi 15 juillet 2022 pour rejoindre leur centre.
Cette année, 202 centres ont été retenus pour abriter les jurys sur l'ensemble du territoire national. Pour cette session 2022, 86 831 candidats sont inscrits au plan national, dont 14 564 libres. Pour organiser des examens crédibles, l'Office de baccalauréat des examens équivalents au concours du supérieur OBEX travaille en parfaite collaboration avec la ALSIA pour démasquer les éventuels cas de fraude et tricherie. La vice-présidente de la ALSIA demande la collaboration des présidents des jurys. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa. Il est désormais une tradition au Niger. Chaque année, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ALSIA est impliquée dans l'organisation des différents examens de fin d'année, à l'exemple des examens du baccalauréat pour aider à lutter contre les fraudes et autres tricheries. Cette structure a réaffirmé cet engagement ce jeudi 14 juillet 2022 face au président des jurys du baccalauréat session 2022 qui débutera le lundi 18 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais rappeler ici la collaboration entre l'Office du baccalauréat et la ALSIA qui a permis une bonne tenue des examens du bac en 2020 et 2021. Cette dynamique devra être maintenue et renforcée dans l'objectif de rompre définitivement avec le cycle des examens ponctués de fraude et de corruption et renforcer la crédibilité de nos diplômes. Je sais que vous mesurez le degré de votre responsabilité dans l'avènement d'examens propres et je peux vous assurer de l'entière disponibilité de la ALSIA à vous accompagner dans cette entreprise salutaire pour le développement de l'école nigérienne. Pour cette session du baccalauréat 2022, la ALSIA a d'ores et déjà affûté ses armes en attendant le jour J. Toutes les dispositions sont prises pour bien superviser ces examens. Pour cette session, la ALSIA compte mener des missions de supervision au niveau des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey, des chefs-lieux des régions Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi, Zender, Agadez et Difa et au niveau de certains départements. C'est dire que la ALSIA se tient à vos côtés en vue de concourir à l'atteinte de l'objectif commun de crédibilisation de nos premiers diplômes universitaires. La ALSIA voudra saisir l'opportunité de la tenue des examens du baccalauréat 2022 pour rappeler à tous les acteurs concernés leur rôle déterminant dans le processus et leur responsabilité au plan moral, administratif et pénal. Nous vous faisons le devoir de veiller à ce que l'ensemble du dispositif soit respecté par les divers acteurs. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, que le Niger peut compter sur vous pour des examens du baccalauréat session 2022 propres et crédibles. Déterminé pour crédibiliser le bac nigérien, l'Office du baccalauréat des examens équivalence et concours du supérieur OBEX travaille en parfaite collaboration avec la ALSIA pour démasquer toute tentative de fraude et tricherie afin de traduire les auteurs et complices devant les juridictions. Autre aspect de cette édition, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a été ce jour face à la presse à travers un point de presse pour présenter son rapport annuel d'activité au titre de l'année 2021. C'était en présence de plusieurs acteurs. Le compte rendu avec Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. L'autorité de régulation a instruit les opérateurs informer l'opinion publique nationale sur les conclusions de son rapport annuel d'activité au titre de l'année 2021. Tel a entre autres été l'objectif de cette sortie médiatique de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Après une large présentation des attributions et autres obligations qui sont assujetties à l'ARCEP, la présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste CNRCEP a poursuivi en retraçant les différentes activités menées. Au cours de l'exercice 2021, l'ARCEP a procédé
à la détermination des marchés pertinents de communications électroniques et au contrôle des obligations des opérateurs, notamment le contrôle de la qualité des services sur lesquels 4 missions d'audit des réseaux ont été diligentées au cours de l'année 2021 dans plusieurs localités du pays afin de s'assurer du niveau de qualité des services fournis aux consommateurs. Ces audits qui ont concerné les régions de Niamey, Tillabéri, Dosso, Tawa, Maradi et Zander ont révélé une non-conformité aux normes de qualité des services. En conséquence, l'autorité de régulation a instruit les opérateurs de respecter les engagements de qualité des services contenus dans leur cahier des charges. Le contrôle du spectre radioélectrique à travers des missions de surveillance du spectre et l'inspection des sites radioélectriques. Le contrôle de conformité des équipements radioélectriques à travers le traitement des demandes d'études de conformité. Procédant toujours à la présentation du dit rapport de l'exercice 2021, la présidente du Conseil, dans un exposé comparatif, a présenté un certain nombre de chiffres concernant le parc d'abonnés fixes et mobiles et les chiffres d'affaires de l'ensemble des opérateurs. On constate qu'en 2021, le parc d'abonnés fixes a régressé de 13% par rapport à 2020. En effet, depuis 2018, il est observé qu'il y a de moins en moins d'abonnés au fixe. Niger Télécom détient toujours 99% du parc d'abonnés fixe. Le taux de pénétration fixe, qui était de 0,64% en 2020, est de 0,51% en 2021. Ce taux n'a guère atteint la barre de 1% depuis les 5 dernières années. Le parc d'abonnés mobiles a connu un accroissement régulier depuis 2017 de 12 279 000 abonnés en 2020. Il est passé à 15 070 000 en 2021, soit une augmentation de 2 791 358 abonnés. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile, qui était de 53% en 2020, est passé à 61% pour l'exercice 2021, soit une croissance de 8 points par rapport à 2020. L'accès global à Internet a connu une hausse régulière depuis 2017. En 2021, il est de 33% contre 30% en 2020. Les opérateurs du secteur de communications électroniques cumulent un chiffre d'affaires de 267 milliards 357 333 000 francs CFA contre 232 milliards 800 millions de francs CFA en 2020, soit une augmentation de 14,8% par rapport à 2020. Ayant en effet pour prérogative assurée à améliorer un service de qualité à la population nigérienne, ARCEP procède chaque année à un certain contrôle visant à détecter les irrégularités qu'elle instruit à corriger afin qu'aucun abonné ne se sente lésé. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a procédé à la levée des sanctions prises à l'encontre du Mali. Des sanctions prises par la CEDEAO dans l'illégalité voulant asphyxier le Mali. Ce dernier a résisté à toutes les sanctions car le pays s'est préparé d'avance, rendant du coup les sanctions sans effet. Quelle lecture fait-on de cette levée des sanctions? L'économiste Soli Abdoulaye répond dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine. Le Mali s'est préparé d'avance. Ils savaient très bien que quand ils vont dire qu'ils vont faire une transition de 3 ans, c'est clair et net, ils vont recevoir ou ils vont faire face au courroux de la CEDEAO. Donc ils se sont préparés par avance. Ils ont préparé leur population, ils ont préparé leur mentalité, leur esprit pour que d'abord qu'ils acceptent et qu'ils endurent ces décisions. Et ensuite, ils ont mis de côté de l'argent. Parce que n'oubliez pas qu'entre-temps, le Mali a fait partir la France de son pays. Donc, ils ont eu à avoir un certain nombre de marges de manœuvre par rapport à tous les vols que la France est en train de faire de leur or. Donc, ils ont eu une quantité d'or disponible importante qui leur permet de faire des échanges. Et vous savez, les relations internationales, qu'on le veut ou pas, c'est des relations d'intérêt.
Donc, on s'en fout, le Mali a fait coup d'État, a fait cela. Si elle a des produits qui vous permettent donc, de commercer ou d'échanger, vous allez accepter. Et c'est ce qui s'est passé. Le Mali, donc, a eu, pendant cette période, à faire une augmentation des salaires, ce qui était extraordinaire pendant la période des sanctions. Le Mali a eu à importer des biens et services, des biens surtout alimentaires, parce que sa population n'a pas vécu en tout cas une certaine famine ou une certaine rareté de produits, n'est-ce pas, sur le marché. Bien que c'est tout à fait normal, il y a eu une inflation, c'est normal. Parce qu'économiquement, quand il y a ce genre de choses, même la spéculation, certains qui sont des commerçants, comme on dit, véreux, peuvent entraîner la spéculation. Mais toujours est-il que les produits étaient disponibles. Parce que nous avons dit, lors de la première interview, que le Mali aura l'opportunité de faire appel à l'Algérie, de faire appel à la Guinée-Conakry, n'est-ce pas? Et de faire appel à d'autres spéculateurs qui vont vraiment voir un intérêt dans cette sanction ou dans ces dispositifs de sanctions pour maintenant écouler des produits au Mali. Et pendant tout ce temps, le Mali n'a pas vécu, en tout cas, en vase clos, et elle n'a pas eu à ressentir les effets attendus par la CEDEAO et les complices de la CEDEAO. Ce qui a fait qu'ils ont continué à faire face à leurs obligations. Je vais parler donc des responsables de la transition. Et finalement, vous voyez, il y a eu donc la levée des sanctions parce que tout simplement, il y a eu un modus vivendi entre la CEDEAO et les autorités de la transition. Donc, c'est de façon très dramatique que la CEDEAO, étant prise au dépourvu, a décidé maintenant de lever la sanction parce qu'elle a perdu la face. Ça, c'est évident. C'est que les sanctions de la CEDEAO n'ont pas donné les résultats escomptés. Au contraire, ça a fait perdre la face à la CEDEAO. Ça a fait perdre la face à la CEDEAO et ça a grandi énormément le Mali, ça a grandi le Mali. L'économiste Soli Abdoulaye que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. Cérémonie de remise de l'eau aux gagnants de la Super Promo Canal Plus à l'occasion de son 30e anniversaire. Ils sont 11 gagnants à recevoir leur lot pour ce 4e tirage. Le compte rendu avec Nafise Yahya et Abdel Nasser Seydou. J'ai gagné 30 mois d'abonnement, tout Canal. Merci Canal Plus. Vivre, c'est une grande joie pour moi et ma famille aussi. Ils sont 11 gagnants à recevoir le lot pour ce 4e tirage de la Super Promo Canal Plus. C'est en effet plusieurs lots que Canal Plus a mis à la disposition de ses abonnés pour ses 30 ans d'existence. La tombola est organisée à l'issue des 30 ans de Canal Plus ici en Afrique. Donc, du 1er juin au 30 juillet, on va remettre des lots à nos gagnants. Et la tombola va continuer jusqu'en début août, fin juillet. Pour rappel, notre décodeur présentement est à 8500, ce qui est un prix assez abordable pour ceux qui n'ont pas encore de décodeur et pouvoir profiter de cette tombola et pouvoir gagner. On a aussi 30 mois d'abonnement à tout Canal qui fait partie des lots à l'issue de ce tirage. Et notre dernier lot qui est 15 jours d'accès à la formule tout Canal pour tout réabonnement à partir d'Access. Et pour les clients qui ont des formules Sauki, ils vont bénéficier de la formule Access. Donc, je reprends un peu les lots qui sont à gagner de manière hebdomadaire, comme on a eu à le faire les semaines passées. Il y a 30 mois à gagner à notre formule tout Canal, c'est notre formule premium. Une télévision Samsung de 50 pouces, 2 cartes prépayées qui nous sont offertes par notre partenaire Orabank d'une valeur de 100 000 francs chacune, une nuitée offerte par le NOUM et un brunch pour 2 aussi offert par le NOUM. L'occasion a été saisie par le chargé de réabonnement Canal Plus pour rappeler les critères pour être éligible au tirage. Le principe est assez simple. Pour tout acte de réabonnement ou d'achat de décodeur,
le client est éligible au tirage de la semaine en cours. Par exemple, si vous êtes client Canal déjà et que pendant cette semaine, au cours de cette semaine, vous faites un acte de réabonnement, vous serez éligible pour le tirage de la semaine prochaine. Et si vous n'êtes pas encore client Canal, il vous suffit juste de vous procurer le décodeur à 8 500 francs et vous serez potentiellement aussi gagnant au cours du tirage de la semaine prochaine. Pour le lot final qui aura lieu le 2 août, il y aura cette magnifique Kia Seltos que vous avez certainement dû voir à l'entrée de l'agence. 30 mois d'abonnement à tout Canal aussi qui sont toujours à gagner. Et un compte bancaire d'une valeur d'1 million de francs CFA qui nous est offert par notre partenaire Orabank. Les responsables de Canal Plus Niger ont enfin tenu à remercier les partenaires qui les accompagnent dans cette super promo, notamment la Nigérienne de l'automobile, l'Hôtel Noum et Orabank. 5 millions. Du sport dans cette édition, dans le cadre de la finale de la Coupe nationale de football, les entraîneurs et les capitaines de l'AS Douane et de l'USGN ont animé une conférence de presse ce matin dans le locaux de la FENIFOOT. Un seul message dans les deux camps, remporter la Coupe nationale désormais accompagnée d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Ibrahim Tikire. Au soir de ce samedi 16 juillet 2022, la Dame Coupe nationale de football ira soit dans l'écurie de l'AS Douane ou celle de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. En prélude à cette belle confrontation, les techniciens des deux équipes étaient face à la presse ce 14 juillet 2022. Chacun ambitionne de recevoir la coupe des mains du président de la République Bazoum Mohamed, accompagné d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Au vu du parcours pour les deux équipes, toutes les équipes méritent d'être en finale. Et je pense qu'on est en face d'une équipe, d'une très bonne équipe de la gendarmerie qui vient de sortir de la phase de poule. Et une équipe vraiment qui regorge de joueurs talentueux. Ça, il ne faut pas se le cacher. On s'est donné le moyen d'être en finale et ça fait longtemps que l'AS Douane court derrière un titre. Et je pense qu'on va se donner encore les moyens de remporter cette Coupe nationale. Cette année, le président de la République, n'est-ce pas, chef de l'État, a bien voulu vraiment rehausser, n'est-ce pas, l'enveloppe pour la Coupe nationale, qui est de 20 millions. En tout cas, on va tout faire pour remporter cette Coupe nationale qui va nous permettre effectivement d'effectuer un bon recrutement, n'est-ce pas, pour vraiment encore enrichir notre groupe qui est déjà vraiment solide. Nous croyons en nos forces, nous ne doutons pas. Nous savons que l'adversaire aussi a des forces. Donc en tout cas, nous allons tout faire en tout cas pour minimiser, n'est-ce pas, les forces de l'adversaire pour le battre le samedi prochain, Inch'Allah. Côté joueurs, ils appellent leurs supporters à effectuer le déplacement au stade Contier pour les pousser à la victoire. On va bien se concentrer sur le match et puis sur l'encadrement aussi. On s'entend bien avec l'encadrement. Les entraîneurs, nous sommes conscients de savoir ce qu'ils attendent de nous et nous allons tout donner aussi. Notre objectif, c'est d'abord de gagner encore la coupe pour repartir en Coupe Cap. Et après là, ça va venir après. AS Douane, USGN, c'est l'affiche de la finale de la Coupe nationale de football qui se jouera ce samedi 16 juillet 2022 à partir de 16h. Une rencontre qui sera rehaussée par la présence du chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, premier capitaine du MENA national. En rapport toujours avec cette finale de la Coupe nationale de football, plusieurs innovations sont apportées grâce à l'implication et le soutien du président de la République, Bazoum Mohamed. Élément d'éclairage avec Slimane Mohamed, président de la commission communication de la FENIFOOT. En participant à la finale, le président de la République, chef de l'État, marque son soutien aux sportifs, à la jeunesse nigérienne et au football nigérien par son effort personnel. C'est un premier pas très important qui donne le là, qui donne le temps. Et il doit être accompagné, il doit être encouragé par
les sponsors auxquels l'État, à travers, par exemple, une défiscalisation et tout l'arsenal juridique autour du sponsoring sportif, ouvre la voie pour le financement du sport finalement. Comme vous le savez, le goulot d'étranglement que nous avons et que nous avons toujours eu reste et demeure le financement du sport. Évidemment, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais nous pensons que si cette thématique est réglée, on aura déjà fait un grand pas vers une meilleure prise en charge des sportifs et vers des meilleurs résultats. Je voudrais aussi rappeler que, toujours dans sa dynamique, le chef de l'État en a fait une affaire personnelle, l'ouverture très prochaine du centre technique de la Fédération nigérienne de football. Dans quelques semaines, Inch'Allah, au début de la saison 2022-2023, il va personnellement ouvrir le centre technique de la FENIFOOT. En tout cas, c'est son engagement personnel, comme il l'a dit et répété, notamment à l'audience qu'il a bien voulu accorder au comité exécutif de la FENIFOOT. C'était le 15 avril 2022. Le président de la République, chef de l'État, vous savez, il a été subjugué et impressionné par le spectacle qu'il a suivi l'année dernière, ce qui l'a encouragé encore à participer pour cette finale 2022. Vous vous rappelez qu'il avait offert une enveloppe conséquente pour cette finale de la Coupe nationale 2022. J'ai le plaisir d'informer donc l'opinion sportive et tous les lauréats qu'une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été débloquée à l'occasion de cet événement. Cette enveloppe sera répartie comme suit. Le vainqueur de la Coupe nationale recevra 20 millions de francs CFA et le finaliste malheureux 5 millions de francs CFA. Je voudrais préciser également que le vainqueur de la Super League, c'est-à-dire le champion de la Super League du Niger, aura également une enveloppe de 20 millions de francs CFA et le vice-champion aura droit à 5 millions de francs CFA. Si vous calculez bien, donc, ça fait les 50 millions de francs CFA que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a bien voulu mettre à la disposition des principaux lauréats des clubs qui se sont illustrés cette année. Ces enveloppes consistantes permettront à nos clubs de bien préparer la saison prochaine, notamment la participation en compétition africaine. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'interview que nous a accordé l'économiste Soli Abdoulaye sur la levée des sanctions par la BCEAO, des sanctions prises donc à l'encontre du Mali. Très bonne réception. Il y a, je crois, 2 ans, ou un peu moins de 2 ans, quand la CEDEAO a pris sa décision au niveau de la conférence des chefs d'État à Accra, pour sanctionner le Mali parce que le Mali a refusé de présenter un calendrier de transition qui lui permettra donc de faire ramener les institutions démocratiques à lever. Alors, ces sanctions dans la foulée ont été faites vraiment dans toute illégalité et avec toute la rancœur qu'on connaît des chefs d'État étrangers, particulièrement la France, le chef d'État de la France, parce que c'est lui qui avait pesé de tout son poids pour que cette décision soit prise à l'encontre du Mali et malheureusement à l'encontre des autres pays, parce que les sanctions n'ont pas eu des effets négatifs pour le Mali seulement. Ils ont eu des effets négatifs pour l'ensemble de tous ceux qui sont voisins au Mali, de tous ceux qui sont d'ailleurs membres de la CEDEAO. Parce que ça a permis à la CEDEAO de perdre la face, de vraiment ne plus être bien vu par les populations de cette entité-là. Alors, nous avons parlé des sanctions économiques, financières, commerciales qui vont être appliquées au Mali. Donc, dans l'espoir que le Mali tombe, parce que
dans le calcul de la CEDEAO, une fois que ces dispositions seront prises, donc le Mali n'aura plus accès à ces ressources financières au niveau de la BCEAO et au niveau de certaines institutions monétaires. Le Mali n'aura plus à commercer avec les autres pays voisins à elle, le Niger, le Burkina, le Sénégal, ainsi de suite. Donc une sorte d'asphyxie totale sur 3 aspects, économiques, financiers et commerciaux. Alors, au fil des ans, ou au fil des temps, on a constaté que le Mali, au lieu de s'embourber dans une sorte de récession économique, au lieu de ne plus pouvoir faire face à un approvisionnement de sa population en tout bien et services, au lieu de manquer des ressources pour l'importation, parce que vous savez, les réserves qu'un État a au niveau de l'institution mère qui est la Banque centrale, ce sont ces réserves qui lui permettent de faire des importations. N'est-ce pas? Malheureusement, on a constaté qu'avec tout ce tambroglio, le Mali a résisté pendant tout ce temps qu'il a eu à résister. Et au contraire, c'est les autres pays qui ont commencé à avoir des problèmes. Parce que le Mali s'est préparé d'avance. Ils savaient très bien que quand ils vont dire qu'ils vont faire une transition de 3 ans, c'est clair et net, ils vont recevoir ou ils vont faire face au courroux de la CEDEAO. Donc ils se sont préparés par avance. Ils ont préparé leur population, ils ont préparé leur mentalité, leur esprit pour que d'abord qu'ils acceptent et qu'ils endurent ces décisions, et ensuite ils ont mis de côté de l'argent. Parce que n'oubliez pas qu'entre-temps, le Mali a fait partir la France de son pays. Donc, ils ont eu à avoir un certain nombre de marges de manœuvre par rapport à tous les vols que la France est en train de faire de leur or. Donc, ils ont eu une quantité d'or disponible importante qui leur permet de faire des échanges. Et vous savez, les relations internationales, qu'on le veuille ou pas, c'est des relations d'intérêt. Donc, on s'en fout de... le Mali a fait coup d'État, a fait cela. Si elle a des produits qui vous permettent donc, de commercer ou d'échanger, vous allez accepter. Et c'est ce qui s'est passé. Le Mali, donc, a eu, pendant cette période, à faire une augmentation des salaires, ce qui était extraordinaire pendant la période des sanctions. Le Mali a eu à importer des biens et services, des biens surtout alimentaires, parce que sa population n'a pas vécu en tout cas une certaine famine ou une certaine rareté de produits, n'est-ce pas, sur le marché. Bien que c'est tout à fait normal, il y a eu une inflation, c'est normal. Parce qu'économiquement, quand il y a ce genre de choses, même la spéculation, certains qui sont des commerçants, comme on dit, véreux, peuvent entraîner la spéculation. Mais toujours est-il que les produits étaient disponibles. Parce que nous avons dit, lors de la première interview, que le Mali aura l'opportunité de faire appel à l'Algérie, de faire appel à la Guinée-Conakry, n'est-ce pas? Et de faire appel à d'autres spéculateurs qui vont vraiment voir un intérêt dans cette sanction ou dans ces dispositifs de sanctions pour maintenant écouler des produits au Mali. Et pendant tout ce temps, le Mali n'a pas vécu en tout cas en vase clos et elle n'a pas eu à ressentir les effets attendus par la CEDEAO et les complices de la CEDEAO. Ce qui a fait qu'ils ont continué à faire face à leurs obligations. Je vais parler donc des responsables de la transition. Et finalement, vous voyez, il y a eu donc la levée des sanctions parce que tout simplement, il y a eu un modus vivendi entre la CEDEAO et les autorités de la transition sur le fait qu'ils vont faire 2 ans, 24 mois. 24 mois, ils ont jugé que c'est eux, les autorités maliennes, ils ont jugé que ces 24 mois, ils auront en tout cas à faire toutes les transformations, la refondation nécessaire qui leur permettra de ne plus revenir en arrière par rapport à ce qu'on a connu. Il y a eu une avancée et il y aura une avancée pendant les 24 mois. Et quand on ajoute les 24 mois au nombre de mois qu'ils ont eu à faire, déjà nous sommes dans les 36 mois qu'ils ont demandé. Ouais, donc c'est de façon très dramatique que la CEDEAO, étant prise au dépourvu, a décidé maintenant de lever la sanction parce qu'elle a perdu la face. Ça c'est évident. C'est que les sanctions de la CEDEAO n'ont pas donné le résultat escompté. Au contraire,
ça a fait perdre la face à la CEDEAO. Ça a fait perdre la face à la CEDEAO et ça a grandi énormément le Mali, ça a grandi le Mali. Et ça a permis au Mali de se défaire de certains étaux, de certaines cordes qu'il a enchaînées face à la France. Parce qu'aujourd'hui, le Malien est fier. À travers le Malien, l'Africain est fier de ce que le Mali a eu à faire. Et ça nous a rappelé vraiment l'ancien empire mandingue de Sundiata Keita, où la bravoure et le savoir-faire prévalent dans la gestion de l'État. Audio Jungle.